Donc, disais-je il y a quelques instants, je reçois donc trois personnes qui vont incarner donc trois différentes facettes de l'intelligence artificielle, trois regards différents, des diagnostics, vous allez voir, qui sont partagés ou pas par moment. On va parler de souveraineté numérique notamment, mais pas que. Et on va commencer, je vais d'abord présenter mes trois invités, on va commencer par celui qui est tout là-bas. Bonsoir Julien Nicolas. Bonsoir, vous êtes directeur numérique IA Group et iSNCF Solutions, vous me dites si je ne me trompe pas, chez Groupe SNCF, bien sûr, donc, membre du comité exécutif. Est-ce qu'il faut ajouter autre chose? Non, ça suffit. On est pas mal, c'est assez long. Très bien. Parfait. Au milieu, je le représente, mais vous l'avez vu il y a quelques instants, il était sur scène, c'est bien lui. C'est Benjamin Gage, professeur en IA fondamentale à l'Université College de London, UCL, docteur en mathématiques et directeur de recherche à l'INRIA. On est bon jusque-là aussi. Parfait, très bien. Et juste à mes côtés, à ma gauche, Arthur Desnouveau, directeur du pilotage et de la transformation, directeur de cabinet et directeur général Assurance France chez Covéa. J'ai rien oublié? Non, on est bien. On est pas mal? C'est presque quasiment aussi long que la SNCF. Bien, dans tous les cas de figure, merci messieurs. Hop. Et on va attaquer, je vous propose donc voilà, pour ceux qui veulent éventuellement poster des petits messages, j'ai sous mes yeux aussi ce que vous allez pouvoir raconter. Allez, on va commencer par un sujet, parce que je vous le disais en introduction, on parlait de la notion de souveraineté. Et je vais juste, je vais vous demander tout simplement, en un mot, on va commencer juste au bout. Justement, on va se demander, Julien par exemple, c'est en un mot, je vais faire le tour, en un mot, quand je parle de souveraineté, ça flash, ça fâche, ou ça veut dire quelque chose, ou pas du tout pour SNCF? Non, ça flash, c'est un sujet important pour SNCF, donc je dirais le mot clé pour nous, c'est clé. C'est un concept important pour une société de l'État français et de services publics. Est-ce que c'est le bon terme à utiliser pour SNCF? Non, je pourrais peut-être y revenir tout à l'heure. On ne parle pas de souveraineté numérique à la SNCF, parce qu'on n'est pas l'État français, je ne suis pas un général des armées. On parle d'autonomie stratégique et donc en fait d'indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de nos fournisseurs. On va y revenir juste après, effectivement. Je vais poser la même question à Benjamin, pareil, quand on parle de souveraineté, c'est le bon terme ou pas? Je ne crois pas que ce soit le bon terme, effectivement. Je pense que l'autonomie, ou presque l'indépendance stratégique, en fait, c'est ce qui recouvre ce dont on peut s'approcher le plus. En intelligence artificielle en particulier, alors qui n'est pas numérique, hein, le numérique est plus vaste, mais en intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de pays en réalité qui sont souverains. Parce qu'il faut des cerveaux, il faut des puces, il faut des données, il faut plein de choses. Il n'y a pas beaucoup de pays, on pourrait les lister, ça va assez vite. Donc à part la Chine ou les États-Unis. Voilà. Donc je pense qu'effectivement la souveraineté totale, c'est pas un objectif qui est réalisable. Par contre, l'autonomie stratégique et finalement la dépendance, le fait de ne pas dépendre là où on ne veut pas dépendre finalement, c'est un peu la clé. Même question du côté de Covéa, est-ce que ce mot n'est pas le bon? En tout cas, c'est un mot qu'on n'utilisait pas jusqu'à il y a très récemment. Donc, c'est un mot qu'on a vu arriver dans le vocable. Évidemment, quand tout le monde vous en parle, vous avez tendance à le prendre. Nous, je pense qu'on a en fait une très forte notion de souveraineté, mais qui s'étend en groupe, qui n'est pas une souveraineté française et qui donc ressemble beaucoup plus à de l'autonomie, en tout cas. Mais c'est pas pour tuer la table ronde de dire que souveraineté est pas le bon mot. Ah non, mais moi, ça, j'ai aucun problème avec ça. Juste une petite chose, pourquoi est-ce que c'est un mot qu'on a vu apparaître récemment? Il y a une réponse tout à fait logique qui est celle des nouveaux équilibres géopolitiques, du fait que l'IA est quand même une technologie qui porte ces enjeux géopolitiques de manière native, tout comme la data. Ça, c'est la belle réponse. L'autre réponse, c'est qu'il faut toujours un gimmick pour venir vendre des missions. Et que le gimmick de l'innovation a vécu et que le gimmick de la souveraineté a l'air d'être celui du moment. Et donc je pense que c'est le mélange des deux qui fait qu'on l'utilise à tort et à travers. Je dis pas du tout qu'il n'est pas pertinent, je dis juste qu'il est devenu tellement prévalent qu'on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est pas juste une facilité pour venir revendre la même chose sous un autre nom? Alors on va parler peut-être de... Julien voulait réagir. Non, mais j'abonde dans ce que dit. J'abonde dans ce que dit Arthur. Je pense qu'il est effectivement arrivé récemment parce que la géopolitique a montré, tout le monde a vu, évidemment, tout le monde a le sujet Starlink en tête, où ça a aidé l'Ukraine. Et puis un jour, on s'est dit, ah mais attention, en appuyant sur un bouton, on peut éteindre un certain nombre de connectivités, de réseaux, etc. Donc je pense que d'abord la géopolitique l'a fait émerger. Et puis le deuxième sujet, effectivement, c'est de se dire, aujourd'hui le numérique et l'IA infuse tellement
tous les processus, toutes les opérations, on est devenu dépendant de ces processus numériques et demain d'IA. Et donc, comment est-ce qu'on est sûr d'en être maître? Alors, on va y revenir dans quelques instants, je pense peut-être. Benjamin. Ouais, dans une certaine mesure, c'est aussi un élément d'influence en fait qui est très important. Et on parlait dans la C'est du discussion. hard power ou du soft power? Un petit peu des deux en fait. Un petit peu des deux parce que c'est du soft power, je dirais, dans l'ensemble des usages qui sont faits aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais ça devient du hard power parce que en réalité, il y a beaucoup de ces systèmes qui dépendent maintenant, par exemple, de centres de calcul. Si demain, un pays qu'on peut identifier assez facilement décide de plus produire en fait de puces et de GPU, parce que c'est ça dont on parle, en réalité, c'est très compliqué de développer de nouveaux centres de données et de centres de calcul. Et donc, il y a de la dépendance hard, je dirais, finalement, aussi de cette technologie. Alors justement, on va garder le micro, Benjamin. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect, on va dire, on disait qu'il y avait a priori que les États-Unis ou la Chine qui avaient des bons ingrédients. C'est quoi les ingrédients justement pour être autonome, si on peut parler de souveraineté? Alors, il y a plusieurs ingrédients humains et il y a des ingrédients techniques. Les ingrédients techniques, je viens d'en mentionner un, c'est les puces. On parle de GPU, ce sont les puces graphiques qui permettent depuis une quinzaine d'années en fait, d'implémenter ces architectures de réseaux neurones synthétiques qui sont un peu la machine qui fait fonctionner ces algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a des éléments humains, évidemment il faut des cerveaux, il faut des gens pour développer ces techniques, il faut des gens pour les maintenir, il faut des gens pour les déployer. Et c'est intéressant parce qu'il y a un effort de formation qui est considérable dans beaucoup de pays dans le monde, mais il faut du temps. Et on peut acheter des puces, on ne peut pas acheter des cerveaux, il faut les former. Et ça prend un peu plus de temps. Et donc il y a aussi un effet de latence qui est intéressant. Il y a des pays qui sont très ambitieux, qui mettent énormément de ressources et énormément de moyens, mais du jour au lendemain, c'est compliqué de faire pousser des formations dans lesquelles on a des centaines, des milliers de gens qui sont diplômés et qui deviennent finalement agiles un peu avec ces technologies. Et puis il y a peut-être un dernier élément qui est, je dirais, bien sûr la surface financière, mais aussi l'élément environnemental. C'est une technologie qui n'est pas neutre. On l'a un petit peu abordé, je crois qu'on va y revenir aussi dans la table ronde, mais c'est pas neutre et ça demande en particulier des capacités de refroidissement de ces centres de calcul. Donc tous les pays ne sont pas égaux vis-à-vis de ça. On en parlait tout à l'heure, il y a un certain nombre d'initiatives, par exemple d'envoyer des centres de calcul, peut-être pourquoi pas un jour dans l'espace finalement. Oui, Google y pense très voilà, sérieusement. absolument. Et Pour donc ça, l'instant, c'est dans le plan de Marseille. mais c'est un élément de la discussion finalement, parce que tous les pays ne sont pas au même niveau vis-à-vis de ces questions. Est-ce qu'il y a un sujet autour des données et la souveraineté des données ou le fait que, on parlait de soft power, une IA, un Mistral n'est pas élevé, je mets guillemets élevé, de la même manière qu'un ChatGPT, un grand ou autre, avec les tropismes que ça ou un DeepSeek, et avec les tropismes que ça peut avoir. Oui, absolument. Il y avait eu une polémique en début d'année sur le fait d'utiliser des données pour lesquelles, par exemple, OpenAI n'avait pas tout à fait d'autorisation. C'était le studio Ghibli en particulier qui s'était plaint du fait que, voilà, ils avaient récupéré un certain nombre d'images, un certain nombre en fait, d'éléments graphiques qui étaient un peu les signatures de ce studio-là, de développement et d'animation. Ouais, effectivement, bien sûr, les données, c'est un élément stratégique. Celui ou celle, en tout cas, qui contrôle un petit peu l'accès à ces données-là a évidemment un avantage concurrentiel. Il y a néanmoins une espèce de dissipation un peu de cet effet qui est lié au fait que finalement ces modèles, ils avalent le web, pour faire court. Et donc il y a beaucoup de données qui sont accessibles. Sur des usages beaucoup plus spécifiques, je pense aux données médicales, je pense aux données financières, peut-être à des choses un petit peu plus difficiles à trouver en tout cas de façon libre sur le web. Là, il y a un avantage concurrentiel. Si vous contrôlez les ressources de données, vous avez clairement un avantage concurrentiel sur les autres entreprises. Alors c'est trop bien parce qu'on a deux acteurs côté nous qui ont des données très spécifiques et on va dire, enfin aussi confidentielles, tout le monde est sensible. Côté SNCF, Julien, avant de parler vraiment du côté des données, mais comment on aborde cette notion de ce triptyque que vient de décrire Benjamin, comment on l'aborde côté SNCF? Bon, on essaie de le regarder de façon pragmatique. Donc d'abord, c'est de faire une analyse justement de notre numérique, de nos dépendances, de le regarder froidement en face. Quelles sont les solutions qu'on utilise, quels sont les acteurs qu'on consomme. Là où on est autonome, on peut faire tourner tout seul. Là où on est dépendant. Et donc, comment est-ce qu'on va gérer cette dépendance? Et une fois qu'on la regarde en face, on peut quand même avoir des plans d'action, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de la diminuer, de retrouver cette autonomie stratégique. Donc, il y a des éléments assez simples. Il y a jouer sur du multifournisseur. Il y a encadrer correctement évidemment les contrats, la compliance, et puis il y a des choix stratégiques, technologiques, d'investissement. Il y a des choses qu'on peut décider d'aller faire dans le cloud public, il y a des choses qu'on va faire dans du
ce qu'on appelle le cloud privé. On va utiliser des emprises sur lesquelles nous on va manager nos serveurs. Et puis on peut avoir nos propres data centers, c'est le cas de groupes comme la SNCF. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut utiliser dans lesquelles on se dit ces données-là, tu peux aller les utiliser avec des solutions même extra-européennes. Ces données-là, à contrario, non, elles sont dans mes emprises, dans mes data centers. Côté Covea, ça donne quoi? Côté Covea, tout le monde ne connaît peut-être pas Covea, mais en fait tout le monde connaît ces marques, la MAF, MMA et GMF, donc on est le premier assureur en dommages en France. Et ben en fait, on a un historique qui plaide pour nous, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 10 ans, tout était on-premise. Donc il n'y avait pas trop de questions à se poser. Donc tout était à la maison, sur des serveurs maison. Exactement, et la plupart des applis, voire toutes, avaient été construites in-house aussi. Parce que c'est le business model des gros assureurs depuis longtemps. Donc nous, on a la chance de ne pas avoir mis trop de choses dans le cloud. Grosso modo, là, on a acheté des grands logiciels, des SAP, des Salesforce et ainsi de suite. Il a fallu évidemment mettre des data hubs dans le cloud, mais sinon, on n'a pas trop fait ça. Donc on est dans une situation où en fait, on n'a pas trop perdu de notre souveraineté. Pour autant, nous, on gère des données hypersensibles, et notamment de deux types. On gère des données de santé, pour l'assurance santé. On gère dans les données de sinistres aussi des données de santé. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous pose des gros problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un accident de voiture, parmi tous les éléments du dossier d'indemnisation, il y a des données de santé qui viennent se cacher alors qu'on n'est pas dans l'assurance santé. Et puis, on est le premier assureur des militaires via la GMF et des personnels, j'allais dire des forces de sécurité au sens large. Et ça, il y a des exigences qui vont avec. Donc nous, on a beaucoup de réglementaires qui viennent tirer ça. Et puis on est un groupe très franco-français, comme tous ces grands assureurs mutualistes. Et donc, typiquement, tous nos plateaux d'appel sont en France. Enfin, on fait vraiment du made in France. Donc la question se pose de pourquoi est-ce qu'en fait, on irait hybrider ce modèle-là avec quelque chose de pas souverain. Mais la réalité économique, c'est aussi que c'est souvent plus économique d'aller faire du pas souverain, et c'est plutôt ça qui nous tire, parce que l'attachement à l'assureur est évidemment extrêmement fort, mais il reste quand même très lié au prix, et ça c'est hyper important. Est-ce que cette tendance qui pouvait être vue, on va dire, il y a une dizaine d'années, était la grande mode de dire qu'il faut aller sur le cloud, et donc effectivement, on était un peu old fashion d'avoir des serveurs à la maison, ce qui était le business que sont des assureurs ou des banques. Est-ce que finalement aujourd'hui, ce qui pouvait être vu comme une legacy est aujourd'hui peut-être une force? Alors oui, mais une force pourquoi? C'est pas évident parce qu'en fait commercialement dire attention toutes vos données sont sur un cloud, oui les gens sont contents quand on leur dit, mais est-ce que c'est un facteur de choix décisif? C'est pas très clair. Là où c'est extrêmement compliqué, c'est qu'on est en train de se prendre une directive européenne qui va nous forcer à aller sortir nos données pour que en fait tous les clients reprennent possession de leurs données assurantielles. Dit comme ça, c'est vachement bien. C'est ce qu'ont fait les banques avec une directive qui s'appelle DSP2, qui fait que dans votre appli Société Générale, vous pouvez avoir votre compte caisse d'épargne. Mais quand on fait ça, qui stocke ces données? Que des acteurs américains. Donc, en fait, l'avantage qu'on avait, la régulation est peut-être en train de nous le tuer. Et au fond, le consommateur ne nous le demande pas non plus beaucoup. Pourquoi que des acteurs américains? Pourquoi que des acteurs américains? Alors ça, c'est une excellente question. C'est juste une réalité que je constate, que j'aurais beaucoup de mal à expliquer, mais je pense que les investissements nécessaires pour aller faire ces grandes bases de données, les rendre interopérables à l'échelle d'un continent comme l'Europe, il n'y a pas d'acteur purement européen qui arrive à le faire. Julien? Ouais, je crois que c'est d'abord l'investissement. C'est effectivement, les États-Unis ont eu un investissement extrêmement fort historiquement dans la Silicon Valley, dans la capacité à suivre des géants sur le long terme, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai ROI, mais en pariant sur l'avenir. Et puis d'avoir un peu ce marché unifié, là où on a eu du mal quand même à fédérer pendant des années des acteurs européens pour que tout le monde justement finance des sociétés dans le même sens. Donc je pense que le financement était absolument clé. Et donc aujourd'hui, il y a ces acteurs qui, grâce à ces financements, ces années, ont pu construire les plateformes, les infrastructures, les data centers, où aujourd'hui, effectivement, au moment où on se parle, il n'y a pas l'équivalent sur des acteurs européens. Et je pense que c'est un peu le réveil de l'Europe qu'on voit là depuis quelques mois, on va dire même quelques années, quand même de se dire à un moment, il faut qu'on y aille, il faut qu'on finance. Et c'est ce qu'on voit sur quelques secteurs, y compris qui émergent dans l'IA, où on essaie de pousser fort. Mais je pense que la clé était quand même là. On n'a pas eu ce financement au départ qui a permis de faire émerger des géants chinois. Justement, alors, prendre l'exemple de SNCF, ça veut dire quoi aujourd'hui d'un point de vue strictement opérationnel? Vous êtes sur du multi-cloud, vous avez des solutions maison, il y a quelques temps, vous avez fait le
choix de WS, il y a des raisons certainement à cela. Pourquoi ces choix? Oui, on est multi-cloud. Alors, on a fait les choix pour des questions de performance. D'abord, effectivement, il n'y avait que des Américains qui arrivaient à nous donner des solutions, on va dire, de haute intensité transactionnelle. La SNCF, c'est 15 000 trains par jour, c'est 5 millions de clients par jour dans les trains. Donc, c'est des millions d'interactions chaque jour, que ce soit en distribution, en relation client, en production ferroviaire, etc. Et donc, cette finalement haute intensité transactionnelle, il n'y avait que des Américains qui étaient capables de nous la donner. Aussi, une question de sécurité à l'origine. Des systèmes sécurisés de cybersécurité extrêmement forts. On est dans l'industriel, il y a la vraie vie derrière le numérique et des gens dans des trains. Et donc, cette partie aussi sécurité était extrêmement importante. Donc, d'abord, il y avait ça. C'était donner de la performance à nos clients, avoir des services performants. Le service économique, on l'a dit, parce qu'en fait, ils avaient des plateformes puissantes, évidemment à l'échelle mondiale, donc capables de proposer des tarifs extrêmement compétitifs. Et la SNCF veut être compétitive, proposer du train abordable à ses clients. Et donc, on avait fait ce choix de cloud. Mais comme je le dis, on gère du multi-cloud. Donc aujourd'hui, on est avec plusieurs acteurs américains. On a ensuite quand même décidé d'avoir ce que je disais du cloud privé. Donc on va nous piloter des data centers avec des partenaires. Donc on se sert de leur infrastructure, mais on manage les systèmes à l'intérieur. Et puis on a encore 2 data centers qui étaient effectivement historiques et qu'on continue sur de la donnée qu'on ne veut pas mettre dans du cloud public. Donc il y a effectivement beaucoup de data clients. Et puis nous aussi, on a quelques activités pour l'État français et les données sont classifiées également. Benjamin, quand on entend Covea, SNCF dire qu'il n'y a pas d'alternative européenne, ça réagit comment de l'autre côté? Moi, ce que j'entends, c'est pas qu'il y a... Enfin, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'alternative européenne, c'est plutôt qu'il n'y a pas d'alternative européenne qui permette pour ces entreprises de rentrer dans leurs coûts, dans leurs commandes, et finalement d'avoir cet effet de massification qui est aujourd'hui indispensable. Il manque l'infrastructure, effectivement, il manque les acteurs européens qui sont capables de délivrer ce que fait AWS, ce que font un peu ces grands acteurs-là du numérique. Même s'il y a quand même le réveil de certains acteurs européens, on va penser. Bien sûr, absolument, mais ce réveil-là, il arrive, comme l'a très bien dit Julien, il y a des acteurs américains qui investissent en fait depuis 20 ans en fait, dans ces questions-là. Donc même en investissant beaucoup, c'est compliqué de rattraper ce retard-là en 1 an ou 2. Est-ce que c'est pas une question technologique? C'est pas forcément une question, on va dire, du savoir, on va dire. C'est plus une question de financement. Oui, je crois qu'on a atteint là en fait une espèce de plafond qui fait que effectivement les autres acteurs sont partis beaucoup plus tôt en termes de financement, en termes d'infrastructure, en termes de construction d'écosystèmes d'interopérabilité. Et c'est vrai que c'est compliqué en fait de courir derrière. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller par exemple aux États-Unis dans la Silicon Valley, vous allez chez les géants de la tech, c'est plein de Français dans les couloirs. Donc c'est effectivement pas une question, je pense, de la formation des écoles, des universités. On sait qu'on a parmi les meilleurs en IA en France. C'était une question de financement et d'investissement. Absolument. Alors, je vais prendre une question qui vient de la salle. On dit pourquoi la souveraineté est-elle aussi prégnante avec l'IA alors que toutes les entreprises utilisent des produits Microsoft ou Android iOS en téléphonie sans se poser de questions majeures? Moi, je crois que ça a été abordé avant. C'est pas tant une question d'IA que de la data qui fait tourner les IA. C'est ça le vrai nerf de la guerre, c'est où est-ce que vous stockez la donnée qui va permettre de faire des traitements et des process intéressants. Et donc on est un peu au-delà de juste passer dans des tuyaux, même s'il y a des vraies questions aussi, je pense, avec iOS et avec les systèmes d'exploitation de manière générale, pareil avec les serveurs mail. Mais le stockage de données clients pour aller faire du traitement quasi temps réel, ça, c'est une vraie vulnérabilité si ça ne va pas au bon endroit. Et donc, c'est vraiment ça la vraie différence, c'est que ça demande de mettre la donnée le plus près des capacités de calcul. Et ça, c'est un changement de paradigme assez important. Sans oublier, je vais laisser la parole à Benjamin, sans oublier aujourd'hui des normes qui sont en train d'être mises en place par l'Europe ou la France, de type Second Cloud par exemple, pour ceux qui se connaissent, des normes de sécurité avancées, on va dire, des serveurs pour faire très simple. Benjamin. Oui, ce que dit Arthur est très juste, et en particulier la création de cet écosystème et la captation de ces écosystèmes très tôt. L'exemple qui me vient immédiatement en tête, c'est OpenAI, qui de façon extraordinairement stratégique et astucieuse est le premier en fait à tirer dans le champ des modèles de langage, des grands modèles de langage, et finalement à capter tout un public de gens qui aujourd'hui ont peut-être un petit peu de mal à se dire que y a peut-être d'autres modèles, il y a Gemini, il y a le chat, il y en a plein d'autres. On ne se pose pas tellement la question de la comparaison, puisque le fait d'avoir été capté très tôt par cet écosystème-là fait qu'on en devient un petit peu captif finalement. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit ce phénomène-là à des échelles de temps extraordinairement réduites, contrairement à d'autres technologies, en particulier d'autres volets du numérique.
Je vais vous poser la question, Arthur et Julien, sur le, justement, sans jouer le côté cocardier, mais sur ce sujet, on va dire, de choisir des solutions françaises ou européennes, par exemple. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que c'est une question que vous vous posez, tout simplement? Ou est-ce que, et quels seraient les éléments, on parlait du chat, donc Mistral, par exemple? Est-ce que c'est le LLM du chat, donc Mistral? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que ça a du sens pour vous? Ou est-ce que, franchement, pas vraiment? C'est une question qu'on se pose dans la mesure où il y a une possibilité européenne qui soit à taille. Typiquement, nous, on est en train de revoir notre système de téléphonie et en vrai, il n'y a que des solutions américaines qui font vraiment le boulot. Donc là-dessus, on ne peut rien faire. La question des LLM, elle est assez intéressante parce qu'en fait, la manière dont on fait nos développements en interne est relativement agnostique. Il y a un moment où vous appelez la brique le chat ou vous appelez la brique ChatGPT. Et donc, dans ce domaine-là, on est capable de switcher très vite, de faire des tests extrêmement rapidement. Et pour le coup, il y a des endroits où on utilise le chat et des endroits où on ne l'utilise pas. Mais on en revient un petit peu à la réalité. Il faut qu'il y ait des champions européens pour qu'on s'y intéresse. Sinon, ou alors il faut que l'État nous force à. Et ça, c'est quand même une des vraies questions qu'on pourrait se poser, parce qu'il y a quand même un truc qui est assez commun entre la SNCF et les grands assureurs, c'est qu'on est sur des marchés très nationaux. Même les grands groupes d'assurance internationaux comme AXA, en fait, sont organisés par pays parce que les régulations sont hyper différentes. Si demain l'État français nous donnait tous des règles du jeu qui nous forcent à aller chercher uniquement des solutions françaises ou européennes, on aurait sûrement un peu de mal, mais on s'y plierait parce qu'on ne subit pas de concurrence internationale. Mais bien sûr, nous, de toute façon, il faut que le terrain soit équitable. Donc on n'aurait pas ce problème-là. C'est là où l'État ou l'Europe fait un peu le job à moitié, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas fâcher les Américains pour ne pas se prendre de droits de douane. Mais nous, on pourrait très bien faire purement français et européen si on avait tous la même contrainte. Julien, Oui, nous, on regarde systématiquement, effectivement, est-ce qu'il y a des solutions européennes, françaises qui existent, et est-ce qu'elles sont effectivement dimensionnées, est-ce qu'elles répondent en performance ou d'un point de vue économique à nos besoins. Deuxième chose, on essaye d'animer humblement, mais autant qu'on peut, de participer, par exemple à la French Tech. Aujourd'hui, nous, on est dans l'initiative Je choisis la French Tech, c'est-à-dire flécher une partie de nos investissements justement vers des startups françaises. La SNCF, c'est un acheteur énorme. Hein. On a plus de 16 milliards d'achats par an. Donc, on est un gros acheteur. Et donc, on peut flécher une partie sur évidemment des startups françaises. C'est ce qu'on fait, plusieurs centaines de millions. Hein. Donc, c'est significatif. Et donc, on regarde, y compris en jouant, parce qu'on a parlé de la régulation et des règles. C'est important. La SNCF, c'est une boîte publique. Elle est soumise aux appels d'offres de marché public. Appel d'offres de marché public, alors tout le monde peut répondre. Il n'y a pas de règles pour les extra-européens, les européens, etc. Et évidemment, les sociétés européennes et françaises étant plus petites, elles ont plus de mal à être au même niveau que les autres. Donc il faut aussi qu'on trouve ce qu'on appelle des achats innovants. Il y a quelques petites choses qui existent depuis quelques années. Des achats innovants, des moyens d'aller chercher des sociétés qui en fait aujourd'hui ne peuvent pas tenir la dragée haute, qui ont quand même une valeur. Et donc en arrivant à aller les chercher, on finit par les faire grandir et on crée un écosystème. Donc, on regarde si des solutions existent. 2, on essaie de flécher une partie de nos achats vers l'écosystème français et européen. 3, on essaie de soutenir des initiatives. Vous avez cité, on peut évidemment le mentionner, Mistral. Nous, on utilise aussi plusieurs LLM. On utilise le LLM d'OpenAI, on utilise le LLM Anthropic, on utilise le LLM Mistral. Et on est très motivé pour utiliser Mistral. Je veux dire, il y a un côté français, évidemment, on sera ravis de faire rayonner le coq français. On est une boîte publique. Mais à nouveau, dans nos choix, là où Mistral est performant, on les prend. Là où d'autres solutions sont performantes, on les prendra. On est aussi une société et on a quand même à chaque fois qu'est-ce qu'on délivre à la fin à notre client final. On va en parler dans quelques instants. Benjamin, vous voulez réagir? Oui, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que disaient Arthur et Julien, c'est que ça dessine aussi un peu le rôle de la puissance publique dans l'adoption de ces outils. Et je crois que là, pour le coup, nos amis américains, en fait, n'ont pas tellement d'état d'âme. Hein. En réalité, ils promeuvent des solutions américaines, ils promeuvent des grosses entreprises américaines, et depuis assez longtemps, finalement. Depuis très longtemps. Ouais. Benjamin, justement, vous avez le micro, ça tombe bien, pour une question de la salle. Pensez-vous que les initiatives comme EuroHPC, GaiaX, Cluster Souverain IA sont suffisantes pour garantir une véritable souveraineté numérique européenne? En plus, vu de l'Angleterre, ça peut être intéressant. Oui, absolument. Alors, c'est une question difficile parce que, comme je le disais, finalement, la souveraineté totale ne me semble pas atteignable, en tout cas sur ces questions-là.
Je crois que ce qui est intéressant dans ces initiatives, c'est la volonté de leadership, finalement, qu'elles dessinent. On bute quand même toujours un petit peu sur les niveaux de financement, je crois. Alors plus spécifiquement pour ces initiatives-là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, je trouve que ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens, qui arrivent malheureusement en concurrence d'autres initiatives, je pense aux États-Unis, qui se font avec des moyens qui sont plusieurs ordres de grandeur supérieurs et qui sont partis il y a assez longtemps. Et donc on court en fait un petit peu. Quand on part très longtemps après quelqu'un, il faut courir très très vite pour le rattraper. Et c'est un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans les... maintenant qu'on a un peu décrit vos architectures, comment vous abordez les choses, on va rentrer un peu plus dans les usages vraiment concrets qu'on peut trouver aujourd'hui en termes d'IA chez vous, notamment Julien et Arthur. Si on rentre... tiens, on va commencer par Covea. L'IA aujourd'hui, l'IA générative, il y a peut-être des distinctions à faire. On en parlera. IA générative, ça sert à quoi? Ça sert pas trop à faire des choses avec le client en direct, ça c'est un choix, et comme on est mutualiste et qu'on a des convictions, ça sert pas non plus à réduire les effectifs. C'est hyper important de le dire et ça nous a permis d'avoir un dialogue social assez facile sur le sujet et donc une capacité à aller proposer des choses. Nous, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est organisé autour de briques technologiques. Il y a quand même le gros, c'est l'automatisation, et ça d'ailleurs, ça a très peu à voir avec les LLM. Mais l'automatisation, on fait des choses vachement mieux avec de l'IA que ce qu'on pouvait faire avant de très basique. Comme type d'automatisation, sans lever de grands secrets, ça donne quoi? Nous, c'est extrêmement simple. On a des systèmes d'information très très silotés et donc juste être capable de passer une information d'un système à un autre, ça nous fait gagner un temps très précieux. Ça veut dire que l'IA peut aider des systèmes un peu anciens, on en parlait tout à l'heure. La surcouche d'IA peut nous permettre de ne pas avoir à traiter l'obsolescence trop vite et de rendre beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus fluide, c'est très bien. Des modèles qui ont du mal à se parler, des serveurs qui ont du mal à se parler. Exactement. Après, on a tout un tas de choses autour du texte, évidemment, pouvoir faire des résumés, pouvoir faire toutes ces choses-là. Là, c'est le LLM qui a résolu beaucoup de choses et pour pas cher. Et nous, on est un métier du chiffre et du droit, il y a quand même beaucoup de texte, donc ça, hyper important. Ensuite, il y a le conversationnel. Le conversationnel, c'est évidemment le speech to text, qui est un peu la même chose que la problématique d'avant. Il y a un peu aussi d'être capable de parler avec des voicebots ou des chatbots nouvelle génération à nos clients et sociétaires. Nous, on a décidé de le faire de manière très limitée. C'est qu'en fait, un des trucs les plus frustrants, c'est quand il y a des gros orages de grêle et que les gens n'arrivent pas à nous joindre. Et donc, entre ce côté un peu pic, gestion des pics, exactement, gestion des pics. Nous, on est dimensionné pour répondre aux flux. Avant, on faisait de la bascule sur des géants du centre d'appel. C'était pas très satisfaisant et hyper coûteux. On essaye de réinternaliser grâce à ça. Bon, et le dernier, c'est pour préciser, c'est-à-dire que c'est des voicebots qui vont appeler pour dire qui font de la prédéclaration. Grosso modo, vous appelez et on vous dit bonjour, je suis le voicebot. Désolé, toutes nos lignes sont saturées à cause des orages de grêle. Donnez-moi votre numéro de client, décrivez-moi ce que vous avez et on vous promet de vous rappeler sous 72 heures et que ces informations seront utilisées. Ça marche. Quand je dis ça marche, je parle pas d'un point de vue technique. Je parle d'un point de vue acceptabilité d'usage. Acceptabilité énorme. Entre ça et parler à une boîte extérieure qui faisait la même chose et où il disait « mais attendez, vous n'avez pas accès à ma base contrat, c'est insupportable » ou n'avoir personne au bout du fil, ça marche. De la même manière, nous, nos plateaux d'appel étant tous en France avec les règles sociales, grosso modo, c'est du 9h-18h. Bon, les gens, quand ils appellent à 23h, sont quand même contents d'avoir une petite réponse et un rappel le lendemain matin. Et la dernière brique, c'est le prédictif. Alors, ça fascine toujours tout le monde que l'actuariat des assureurs ne soit pas en train de basculer entièrement sur l'IA. L'assurance de particulier en France, c'est un métier de myope. On est capable de vous dire si votre maison est beaucoup à risque ou pas. On n'en a pas trop le droit. L'idée, c'est quand même de faire des grands zoniers, de permettre à tout le monde d'être assuré et tout. Donc, il y a assez peu de gains à aller attendre, par exemple, dans la partie actuarielle et compréhension du risque, parce que les règles éthiques et les régulations nous poussent à ne pas le faire. Mais l'assurance est un métier de statistique. Est-ce que l'IA a permis ou permet quelque chose d'un peu différent, pas forcément l'individualisation, mais permet peut-être d'être encore plus fin, ou globalement on savait déjà bien faire le job? On savait bien faire le job et on saurait même mieux le faire, encore une fois, s'il n'y avait pas ces régulations. On pourrait faire des choses effrayantes avec l'IA. Vous pourriez prendre un nouveau-né, aller regarder son test génétique et lui faire un scoring pour son assurance santé tout à fait effrayant. Oui, ça se passe en Chine. Voilà, exactement. Mais ça, on ne le fait pas. Côté SNCF, ça donne quoi l'utilisation de l'IA, tant d'un point de vue interne, côté des cheminots, des salariés, que clients? Alors,
il y a plein de domaines dans lesquels on peut l'utiliser, puisque les gens nous connaissent beaucoup par le customer facing, donc par exemple l'application SNCF Connect, etc. Mais on est avant tout une société industrielle. On fait circuler 14 000 trains, on a des dizaines de technicentres, on fait de la maintenance. Bon. Donc on l'utilise sur plusieurs thèmes, et il y en a qui rejoignent ceux de Covea. Il y en a un d'abord pour le knowledge management. En fait, on accède nous aussi à énormément de documents qui sont aussi réglementaires ou conformités, puisque la sécurité est absolument essentielle dans le ferroviaire. Et à la SNCF, il y a 70 000 documents qui sont accédés chaque jour par 160 000 collaborateurs en France et 290 000 dans le monde. Et avant, on mettait 3 mots-clés et puis on avait comme Google, on te renvoie 10 documents et puis débrouille-toi avec ça. Là, évidemment, on pose une question, on a la réponse, le document attaché, le bon versionning. Ça a l'air tout simple, c'est pas que si simple. Donc on le fait corpus par corpus parce qu'on a justement cette prégnance de la sécurité et d'être sûr que le corpus est propre, etc. Donc, le knowledge management avec du coup de l'impact sur la performance, la productivité, un accès facilité aux collaborateurs. Le deuxième point est dans l'industriel, la maintenance prédictive. On est moins sur l'IA générative, on faisait déjà de l'IA depuis quelques années, mais ça s'accélère avec la puissance quand même des LLM, des modèles. Et donc sur la maintenance prédictive, avec évidemment, vous l'imaginez bien, si les trains ont moins de panne, vous avez une meilleure régularité. S'ils ont moins de panne, il y en a plus, parce qu'ils circulent et donc il y a plus de place. Donc nous, il y a des gains phénoménaux en termes vraiment industriels et de maintenance. Il y a un point sur la surveillance du réseau. Notre réseau, on parlait d'orage de grêle, il est soumis à plein de choses, de la neige, du vent, des feuilles, de la grêle, de tout ce que vous voulez, de la chaleur, maintenant les canicules, etc. Donc on a une surveillance du réseau. Aujourd'hui, on a beaucoup de drones, beaucoup de vidéos, et donc de l'analyse vidéo, et l'IA nous aide beaucoup à détecter des choses qu'on doit aller faire sur le réseau. Je me prends des trucs très pragmatiques qui parlent à tout le monde. On regarde par exemple juste des vidéos d'arbres ou des images satellites d'arbres, et puis quand ils ont trop poussé, on vient les couper avant que les trains tapent dedans. Bon, donc, il y a plein de sujets d'IA sur la maintenance, plein de sujets d'IA dans les gares. Évidemment, on a mis des capteurs partout, dans les ascenseurs, dans les escalators, dans nos bâtiments pour la consommation énergétique. Et puis enfin, sur la relation client, on l'a dit. Alors nous, c'est pareil, on y va doucement pour l'instant sur les chatbots, parce qu'on fait attention au customer facing, il faut être sûr que ce soit bien testé, etc. ChatGPT peut encore faire des erreurs, par exemple, c'est pas très grave. Si nous, on fait une erreur sur du tarifaire, de l'après-vente, etc., c'est plus embêtant. Donc on le fait, mais on y va step by step en sécurisant. Et dernier point, je reviendrai. On va pas se raconter non plus de salade, on va faire de la productivité, de la performance, mais le premier aspect des SNCF, c'est aussi un peu la chance d'être dans ces boîtes-là de service public. Le premier point, c'était pas d'aller cuter des postes. Et donc on a un dialogue hyper ouvert avec nos organisations syndicales, je passe tous les 2-3 mois. On a un dialogue syndical, un dialogue social soutenu à la SNCF, on aime ça, on aime le dialogue social. Et donc on discute beaucoup avec nos syndicats. Ils sont d'ailleurs très ouverts parce que, je veux dire, ils vivent pas dans... Personne ne vit en vase clos, ils utilisent tous l'IA, tout le monde utilise l'IA, vous utilisez tous l'IA, je l'utilise. Donc ils attendent comment on leur donne les bons outils, ils sont demandeurs des outils, comment on accompagne, et puis quels seront les impacts. Justement, Benjamin, quand je j'ai réagi à quelque chose, il y a 2 ans, j'ai vu une chef de projet de chez nous, avec un enfant sur la Limatech, qui avait justement testé des outils comme ChatGPT pour créer un chatbot interactif. Ils ont tout arrêté parce qu'en gros, ça crée des lignes qui n'existaient pas. On est sûr, quand on disait les erreurs qui peuvent arriver, on a quand même ce genre de biais d'affabulation, d'hallucination qui aujourd'hui ne permet pas de rendre robuste certains services. Ouais, alors c'est de mieux en mieux parce que maintenant on arrive à comprendre les modèles, à mettre justement les garde-fous, etc. Donc en vrai, on va quand même y aller au fur et à mesure. Il y a 2 ans, c'est sûr, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on arrive à avoir ces garde-fous et on y va. Et pardon, comme j'ai le micro, on va passer la parole. Il y a un aspect que je n'ai pas cité mais qui est important, surtout pour la direction que j'ai, c'est quand même l'IA for IT. Nous, on l'utilise déjà pas mal en développement, pas mal dans les ops, et évidemment, l'IA pour l'IT représente aussi un vivier de performance important. Du développement du codage, du vibe coding, des éléments de développement. Benjamin, justement, quand on entend tout ça, et en introduction tout à l'heure dans la première table ronde, il était question de dire qu'on sortait de nos bazookas alors qu'on pouvait inventer le marteau en utilisant ces outils-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on entend ces usages-là, on se dit que les outils type LLM sont adaptés ou c'est pas mal, mais peut mieux faire? Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que et Julien et Arthur nous décrivent des usages qui correspondent en fait aux usages de la plupart des utilisateurs de l'IA.
On a envie de s'en servir pour améliorer sa productivité, on a envie de faire plus, on a envie de passer moins de temps à faire certaines tâches, et ça c'est un progrès, incontestablement. Il y a la question de la prédiction, il y a la question de l'explicabilité aussi de ces systèmes. Il y a des situations dans lesquelles en fait, on est prêt à concéder un petit peu sur la capacité prédictive de ces systèmes pour avoir des machines qui sont plus facilement explicables et en tout cas plus facilement dissécables par l'utilisateur en particulier. Et puis ça pose encore une fois toujours la question du gigantisme de ces modèles. Je crois que l'une des voies dans lesquelles on s'engage collectivement et surtout l'Europe s'engage et a vraiment des cartes à jouer, c'est des modèles beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus lean, on dirait en anglais, je ne sais pas très bien comment le traduire, quelqu'un m'a suggéré plutôt aujourd'hui des modèles plus musclés. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais en réalité d'avoir des modèles beaucoup plus resserrés, qui se concentrent sur des tâches beaucoup plus spécifiques, qui de fait sont moins gros, moins gourmands aussi en ressources, et peut-être moins versatiles. En réalité, ce gigantisme, il est lié au fait qu'on a envie d'avoir un modèle pour à peu près tout faire. Et le même modèle, le même LLM pour rédiger mes mails, faire de la maintenance prédictive à la SNCF, faire du pricing d'assurance chez Covea, générer des images. Finalement, on se retrouve face à des modèles qui ne sont pas conçus comme nos cerveaux et qui n'utilisent pas les mêmes niveaux de ressources. Et donc je crois que cette idée d'avoir des modèles beaucoup plus spécialisés, un modèle spécifique SNCF pour prédire le risque effectivement d'une ligne qui tombe en rade parce qu'il se passe quelque chose, un événement climatique ou des choses comme ça, ou un modèle spécifique d'assurance chez Covea pour une population bien ciblée, dans un cadre bien ciblé. Je crois que c'est un petit peu finalement la carte à jouer du côté du continent européen pour prendre là aussi peut-être un edge et concurrencer les méga modèles américains. Ça tombe bien, j'ai une question de la salle. Les grands modèles de langage sont-ils une voie sans issue en raison de leur coût énergétique ou une étape indispensable vers des architectures plus efficaces comme par exemple le Nature of Expert, de nouveaux principes théoriques, le Edge, etc., ou des algorithmes plus efficaces? Je crois que c'était une étape absolument indispensable, parce que moi en tant que chercheur, ça fait 15 ans que je travaille dans l'intelligence artificielle, plus exactement dans les mathématiques de l'intelligence artificielle. Il y a 15 ans, on n'avait pas le même niveau d'attention publique, on n'avait pas le même niveau de financement, donc ça a été incontestablement un progrès pour la communauté scientifique. Je pense qu'il fallait en passer par là pour attirer l'attention du grand public, pour mettre ces modèles-là un petit peu sur la table, et puis pour finalement se poser la question de leur efficience et de leur utilisation. Donc je crois que c'était un mal nécessaire dans une certaine mesure. Et je crois qu'assez rapidement, finalement, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas soutenable. La question était, est-ce que c'est un modèle sans issue? Je ne sais pas si c'est sans issue, mais en tout cas, à ces niveaux d'utilisation-là, avec cette base d'utilisateurs-là, c'est absolument insoutenable. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle économique pour ceux qui trouveront une issue. Absolument. Parce qu'on les a déjà adoptés. Et c'est quand même ça le vrai test. C'est que maintenant, tous ceux qui travaillent à faire mieux ou plus lean ou ainsi de suite, savent qu'ils ont un débouché industriel énorme, immédiat. Et donc, dur de dire où ça va aller, mais en tout cas, en général, quand il y a de l'argent à la clé, il y a toujours des gens qui trouvent des solutions. On va juste, pour clore cette partie, j'aimerais revenir vers vous sur, vous disiez, on parlait des usages tout à l'heure, très souvent vous avez des outils internes, d'ailleurs, qui sont développés, des GPT internes, pour des questions justement de protection des données, ce qui n'empêche pas très souvent les utilisateurs de faire du shadow AI, donc quand on utilise d'autres outils parce qu'ils ne trouvent pas le plus performant pour X ou Y raison. On constate aujourd'hui aussi quand même qu'il y a un ventre mou qui se crée dans les entreprises avec des salariés qu'on pousse à vouloir utiliser des IA génératives et eux qui refreinent un peu les cas de fer, ou qui se disent je ne vais peut-être pas essayer de scier la branche sur laquelle je suis assise parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il y a la question on en parlait de faire travailler des SI entre eux qui ont une histoire et donc cette question aussi des processus complexes qui sont à moderniser, des DSI qui se disent attendez, on a déjà fait le coup une fois avec la transformation digitale et mes données, je les ai mis dans le cloud et maintenant je me dis que ce serait peut-être bien de les avoir à la maison, donc là on va réfléchir 2 minutes. Est-ce que ça c'est des éléments aujourd'hui quand même que vous voyez qui sont peut-être pas des éléments de frein mais des éléments d'attention vis-à-vis de ces technos face à, on va dire, l'enthousiasme effréné des vendeurs de solutions d'IA générative et d'IA? Oui, on a un SNCF GPT à la SNCF qu'on a fait en fait pour 2 raisons. On l'a fait d'abord, c'était pour tester au début et pour avoir justement les données dans un environnement sécurisé, qu'elles ne partent pas n'importe où, qu'elles n'aillent pas enrichir d'autres modèles, etc. Premier point. Le deuxième point, c'est que parce que au moment où on l'a fait, des Mistral ou des ChatGPT, en gros, ça coûtait $20 par mois et par user. Donc vous le multipliez par 160 000 à la SNCF et vous avez une idée à peu près du montant et pas tout à fait le ROI en face à ce moment-là. Donc ça permet à la fois d'avoir un outil qui permet à un coût raisonnable de donner accès à 160 000 collaborateurs,
Aujourd'hui, j'exagère un peu, il est ouvert à 110 000. Et ça permet de commencer en fait à acculturer. La question se reposera dans le make or buy, etc. Parce que les technos vont très vite, les choses vont très vite, et il ne faut pas être décroché du marché. Mais il faut qu'on trouve le bon modèle, la bonne sécurisation. Sur l'autre aspect de la question, en fait, nos collaborateurs sont hyper demandeurs d'avoir des outils, d'être accompagnés. On a formé 35 000 personnes aujourd'hui à la SNCF. Il en reste encore beaucoup, on est 160 000, mais voilà, on y va quand même avec détermination. Mais en fait, on a une grosse envie. Et ce que vous disiez sur le Shadow IT, on le sait, hein, d'ailleurs je vois ce qui sort du SI SNCF, donc je sais ce qui est accédé par le SI SNCF, donc je sais combien j'ai d'users de SNCF GPT, combien j'ai d'users de ChatGPT, de Mistral, etc. Mais nous, notre ambition, c'est de bien faire comprendre pour des usages avec de la donnée importante dans du secure. Pour le reste, on veut pas interdire d'utiliser des solutions du marché, parce qu'en fait, on a envie qu'ils comprennent, qui s'acculture pour qu'on puisse vraiment s'emparer de cette technologie. Mais il y a plutôt, comme je le disais, une envie de l'avoir et dire donnez-nous les outils sécurisés pour qu'on puisse utiliser. Oui, même esprit dans la réponse. Nous, les collaborateurs sont plus demandeurs que ce qu'on est capable de fournir. Il y a évidemment eu ces craintes au début sur l'emploi, donc on a eu les discussions, mais qui ont clarifié tout de suite les choses. C'est que évidemment, on n'allait peut-être pas faire croître les effectifs, mais vu que la demande des clients augmentait plus tôt, de toute façon, ça allait s'équilibrer. En revanche, nous, le vrai frein, il est plutôt dans l'obsolescence de nos SI. C'est-à-dire que quand moi, j'ai de l'argent à mettre, il faut que je traite en urgence un certain nombre de SI qui sont encore faits en COBOL avant d'aller mettre de l'IA partout. Non, mais c'est la réalité. Et donc, en tout cas, pour ces grandes boîtes avec des legacy informatiques hyper importants, le jeu, c'est pas tant de ne pas y aller trop vite que de réussir à ne pas se faire décrocher. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut de temps en temps se reposer la question du make or buy, d'aller buy autre chose et ainsi de suite. Mais c'est vraiment comme ça que ça se sent. Nous, pareil, on est allé regarder combien de gens se connectaient à du chat GPT et ainsi de suite. Et le jour où on a fourni, alors on l'a pas appelé Covea GPT, mais disons que c'est ça, on a fermé tout le reste et on a vu l'usage exploser. Et les gens s'en saisir. Et on a 70% des collaborateurs qui l'utilisent régulièrement. Et pour autant, juste pour finir là-dessus, sur les questions des données, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes attentif à comment faire traiter des outils, très souvent on l'a dit, qui sont américains ou extraterritoriaux, avec les éléments qui vont avec, et le fait d'avoir des données qui sont sensibles chez vous deux. Comment vous faites cet équilibre, ce trade-off, ce choix? Nous, on a fait le trade-off de moins de performance, mais tout bloqué. Très clairement. Pour éviter, mais encore une fois, parce que nous, on est un business de confiance. Et donc, c'est pas forcément un facteur pour que les gens viennent chez nous plutôt qu'eux, sauf si on fait une énorme erreur. Le jour où toutes les données de santé d'un assureur ont fuité et sont en vente sur le dark web, je ne sais pas si vous avez vu que ça s'était produit au Maroc. Toutes les données de santé sont sorties et ça a été un scandale national grave, qui porte vraiment atteinte à la sécurité du pays. Et donc, on est très, très vigilant là-dessus. Ouais, on fait aussi attention, on n'a pas tout bloqué, hein. Comme je le disais, on peut accéder à un certain nombre de systèmes, mais on fait beaucoup d'acculturation, beaucoup de prise de parole de tous les patrons, jusqu'au président de la SNCF, qui à chaque fois qu'il y a des interventions, on rappelle sur la manipulation de données, et notamment de données personnelles. Il y a des données, c'est pas très grave, de toute façon, il y a plein de choses qui sont publiques à la SNCF, il y a des choses qui sont publiées, donc évidemment tout ce qui est par définition open data, etc., pas de problème. Mais on est très regardant sur la donnée personnelle, on n'a pas de données de santé, on a des données de voyage, c'est des données qui sont importantes, bien sûr. Bon, 2-3 questions rapidement de la salle. Messieurs, est-ce que vous avez mis en place des KPI de mesure, des éléments de mesure sur la pertinence de l'usage de l'IA? En tout cas, nous, après la première phase, on avait réussi à vendre qu'il fallait investir sans espérer de ROI pré-calculé. Maintenant, on est évidemment dans le calcul de ROI. Là où on a déployé de manière industrielle, on essaye de voir si ça produit des effets qu'on attendait mais qu'on n'avait pas rendus publics. Donc oui, tout à fait. La vraie difficulté que moi je vois là-dedans, c'est que le coût de calcul est encore hyper évolutif. Et donc le dénominateur de ces ROI, on sent qu'il va beaucoup bouger. Quand on parle de 20 € par mois, c'est à la fois beaucoup, mais c'est surtout très très peu comparé aux efforts de R&D de ces grandes machines. C'est peut-être un 30e de s'ils voulaient nous passer et être à l'équilibre. Donc on se pose des questions aussi sur où va le modèle. Tout le monde nous dit que ça va converger vers le bas et que le tarif ne va pas trop changer. C'est un peu un acte de foi quand même. C'est quoi le budget qu'il y a aujourd'hui chez Covea? C'est 20 millions d'euros par an. Bonne question, Julien, sur ces aspects-là.
Alors, sur l'aspect évidemment de KPI et de ROI, mais ils sont de nature différente. Il y a des endroits où on va arriver réellement à les mesurer. Par exemple, sur la maintenance prédictive, on arrive à mesurer les gains qu'on a de fiabilité et donc les gains de disponibilité du matériel. Et ça, on sait le chiffrer, on sait le regarder, on sait le mesurer. Inversement, sur de la productivité, ce dont je vous parlais lié au knowledge management ou au fait de donner un SNCF GPT, en vrai, je ne sais pas vous dire. Mais c'est comme à l'époque, alors c'est ce que j'essaie de vendre au reste du COMEX, en vrai, quel était le ROI d'avoir un email à la SNCF? Mais en même temps, aujourd'hui, on ne travaillerait pas sans email. Voilà, donc il y a des choses où on n'est pas obligé d'avoir forcément un ROI en face. Donc il faut se battre, il faut prendre de l'élan, il faut y aller. Mais j'assume qu'il y a des endroits où je ne sais pas le calculer et il y a des endroits où on saura le calculer avec le métier. En termes de budget, une question. Alors c'est hyper difficile, c'est pas que je veux pas répondre, c'est très difficile parce que justement on a des systèmes d'IA qu'on sait identifier, donc on sait que purement on va le mettre là-dedans, et puis il y en a d'autres, c'est dans un projet de maintenance, l'IA est une partie du projet globalement. Donc je ne voudrais pas donner un chiffre qui en fait serait faux parce qu'on ne le suit pas vraiment en termes de on a mis tant de millions sur l'IA. Et moi, j'ai donné un chiffre faux à cause de ces principes-là, non mais bien sûr. Et j'ai pas inclus tous les grands logiciels qui maintenant, à chaque montée de version, mettent de l'IA dedans et qui pourraient faire exploser le chiffre. Benjamin, j'ai une question sur l'émergence dans les entreprises de la question d'un responsable éthique de l'IA. Je ne sais pas si c'est votre cas, messieurs, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui de l'œil de la recherche? Est-ce que cette notion d'éthique, d'un point extrêmement important aussi, est-ce qu'on le voit émerger? Oui, on la voit émerger et de façon très forte. C'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, c'est une question qui était vraiment l'angle mort en fait, de la recherche en intelligence artificielle, parce qu'il n'y avait pas ces usages-là, parce qu'il n'y avait pas cette massification des usages-là. Aujourd'hui, c'est une question qui est indissociable du développement de ces modèles. Et en fait, on ne peut pas développer de modèles sans se poser la question de comment est-ce qu'ils vont être utilisés, pour faire quoi. Ce qui est intéressant, c'est que, moi je suis mathématicien de formation, les maths c'est parfaitement agnostique. On peut se servir des mêmes modèles pour faire de la classification d'images, pour détecter des gens qui sont perdus, par exemple, dans des foules, ou au contraire pour fliquer des gens et puis s'assurer qu'ils ne dépassent pas certaines zones, par exemple. C'est exactement les mêmes mathématiques derrière. On peut se servir des modèles de langage pour diffamer quelqu'un sur des réseaux sociaux, ou au contraire, pour promouvoir des valeurs et une éthique intéressante sur des réseaux sociaux. Et donc finalement, l'usage, aujourd'hui, finit par prendre un peu le pas sur le développement de ces modèles, je dirais, en tout cas dans l'esprit du public. Et je crois que c'est hyper important d'avoir les idées très claires sur la régulation, la manière dont on développe ces modèles-là et ce qu'on veut en faire. Et tout comme on a aujourd'hui des responsables RSE dans les entreprises, est-ce que demain on pourra avoir des responsables d'éthique IA, autrement dit, qui seraient un peu les gardiens de vérifier la bonne applicabilité de ces outils? Moi je pense que c'est très important de les avoir dans les entreprises, on commence à les avoir dans le monde académique et dans le monde de la recherche. Donc je pense qu'il en faut absolument partout. Ouais. Ça vous paraît nébuleux ou du tout? Ouais. Nous, on en a un, puisque alors en fait, la SNCF historiquement a une direction de l'éthique. Une direction de l'éthique à la SNCF qui s'emparait de plein de sujets. Et donc, quand l'IA est arrivée, moi j'ai créé un comité IA au sein du groupe dans lequel j'ai un référent par grande activité. J'ai un référent IA pour les gares, pour le réseau, pour voyageurs, donc c'est nos opérateurs TGV, Ouigo, etc. Et on a la RH qui est à la table, la DRH, et direction de l'éthique. Donc nous, on les a intégrés immédiatement et ils sont formés, ils sont hyper intéressés. Et donc effectivement, on a un référent éthique IA aujourd'hui au sein du groupe. Et quand on passe les projets, on regarde, on a une charte de l'IA. Est-ce que nos projets respectent la charte? Et puis il y a aujourd'hui déjà des choses légalement qui sont arrivées, comme par exemple l'obligation de passer par le CSE quand il y a des projets qui intègrent de l'IA dans le métier de nos collaborateurs. Et donc évidemment, on passe maintenant ces étapes-là. Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut être aussi un moyen de réfléchir à certains choix technologiques, notamment le fait de dire là on va pas prendre un acteur dont éventuellement un pays pour aller regarder les données? Ah oui, ça peut être un choix, soit un pays, soit un pays, soit des sociétés. Il y a des choses aujourd'hui qui sont interdites dans l'IA Act, par exemple dans le recrutement. Il y a des sociétés qui vous proposent des choses qui ne sont pas permises dans l'IA Act. Évidemment, on va vérifier que les systèmes sont conformes, pas conformes, ça sort. On est la SNCF. Un peu même réponse. Alors nous, on n'a pas un référent, mais en revanche, on a une charte et chacun des projets y passe.
Et pour le coup, pareil, on a des providers qui nous ont proposé des choses que nous, on considérait non acceptables, notamment qui regardaient le ton de la voix dans des enregistrements de conversations téléphoniques sur leurs collaborateurs, qui étaient des gens externalisés. On a refusé de signer ça. L'anecdote est assez marrante, parce que quand on leur a dit ça, ils nous ont dit « Ah non, mais c'est de la surpromesse, en fait. On fait juste de la transcription, et c'est à partir des mots utilisés, c'est pas à partir du ton de la voix, parce que le ton de la voix, c'est biométrique. Et ça, en plus, dans les AI Act, c'est à haut risque. Donc oui, on a déjà des règles éthiques. Alors c'est extrêmement intéressant, ça nous amène à la dernière partie de cette table ronde, c'est l'ambition de l'Europe, puisque finalement on voit qu'il y a des règles, et très souvent il y a la régulation, et la régulation ça empêche l'innovation, dit-on. C'est plus ou moins des fois ce qu'on peut entendre. Récemment, on a deux sons de cloche actuellement au niveau de l'Europe. On a d'un côté une commission qui se pose des questions, je pense qu'il y a un IA Act, même si aujourd'hui apparemment il est là un tout petit peu de l'autre côté. Mais globalement, il y a une volonté de mettre en place des éléments éthiques, on va dire, au niveau européen. Et puis on a la patronne de la BCE qui, début de semaine, nous dit, je cite, l'Europe devrait arrêter de miser sur le développement des modèles, adopter l'IA au plus vite, donc traduction, on prend les modèles existants du marché, traduction américain, et la souveraineté, on en parlera plus tard, peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on a aujourd'hui un cadre européen pour vous, entreprises, et pour vous, chercheurs, qui en gros, on ne sait pas trop où il va, finalement, quelque part, il y a une ligne claire qui n'est pas claire, justement, au niveau européen, là où des acteurs comme la Chine ou les Américains ont l'air, eux, d'être assez clairs dans ce qu'ils font. Moi, je peux commencer un bout de la réponse. C'est que le cadre européen, il est contraignant, mais pas très protecteur. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'ils rajoutent un certain nombre de règles, mais que des acteurs étrangers qui font leur développement sur leur territoire et qui arrivent avec une solution finie et qui, à la fin, la remettent dedans, arrivent à passer entre les mailles du filet. La question éthique de base, c'est si demain je vous dis qu'il y a un traitement contre un cancer qui peut sauver quelqu'un de votre famille, qui a été fait avec des cobayes dans un pays sans aucune éthique et de l'IA, vous refusez le traitement ou vous le prenez ? Ce qui est sûr, c'est que cette étude-là, on n'aura pas pu la faire en Europe. Et c'est un peu ça notre sentiment, c'est qu'en fait, on nous met plein de règles contraignantes. Nous, encore une fois, je pense qu'on a des entreprises assez peu soumises à la concurrence internationale. En tout cas, les providers auxquels on accède, eux, bénéficient du fait de pouvoir aller faire des développements et des recherches dans des pays à moins de cadres contraignants. Donc je crois surtout que l'Europe, elle ne va pas au bout de sa logique. Et il faut qu'elle décide sur quel pied elle va danser. Julien, là-dessus, il y a... Oui, c'est ce qu'on dit souvent, l'Europe commence souvent par réglementer en premier. Donc nous, on a l'habitude évidemment d'appliquer ces règles, ces cadres. On est une grosse société, on est structuré, donc on avait l'habitude d'appliquer le RGPD, etc. Donc quand les choses sortent, on est organisé pour les appliquer. Mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup de complexité, des fois pour une protection, on l'a dit, qui est relative. Et juste pour nuancer les propos d'Arthur, SNCF est très vu comme français, et c'est vrai, mais on a 30% de notre activité aujourd'hui à l'international. On a deux grandes filiales qui sont Geodis dans la logistique et Keolis dans le mass transit. Et évidemment, on voit bien que ça va vite. Oui, on a opérations aux États-Unis, au Moyen-Orient, et on voit bien que ça va vite. Sur d'autres modèles en dehors de l'Europe. Il suffit de voir la différence, d'ailleurs, par exemple, même en utilisant Google depuis les États-Unis et depuis l'Europe, vous voyez une différence assez forte déjà dans ce qui vous est proposé en termes de fonctionnalité. Donc, nous, on sait, on va dire, gérer cette complexité, mais je pense qu'effectivement, elle est malheureusement aujourd'hui trop contraignante, pas assez protectrice. J'adhère complètement à ces propos, et je pense que c'est un bon résumé. Benjamin. Alors peut-être pour élargir un peu le champ de la réponse et d'Arthur et de Julien, il y a un élément qui est très spécifique à l'intelligence artificielle et à son développement, c'est que d'un point de vue académique, il est très ouvert, beaucoup plus que d'autres disciplines. Il y a des disciplines comme évidemment la physique nucléaire notamment, la biologie, où là, finalement, la tendance n'est pas tellement à l'ouverture. C'est compliqué d'avoir accès aux résultats scientifiques, c'est compliqué finalement de comprendre un peu quel est l'état de l'avancée scientifique dans ces domaines-là. En intelligence artificielle, en machine learning spécifiquement, 90% de la recherche qui est produite, en réalité, est ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui, avec son téléphone, peut aller consulter, par exemple, les papiers qui sortent de mon laboratoire. Toute ma production scientifique est ouverte au monde entier. Ça ne veut pas dire qu'elle est intelligible au monde entier, mais en tout cas, elle est accessible. Une IA peut nous aider, peut-être. Peut-être qu'une IA pourrait décrypter un peu ce que j'écris. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un changement de paradigme très fort. Il y a un peu un retour de balancier. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement du libre qui est très développé en machine learning et en intelligence artificielle. On commence à sentir un petit peu de pushback, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre d'acteurs, le plus célèbre évidemment c'est OpenAI qui n'a d'open que le nom, parce qu'en réalité les modèles sont propriétaires.
On ne connaît pas les modèles d'OpenAI, on ne peut pas les utiliser. Il y a des initiatives un petit peu timides qui vont dans cette direction-là, mais ce n'est pas tout à fait le cas encore. Et donc je crois que c'est très spécifique à l'intelligence artificielle. Il y a ce double mouvement, il y a cette tension. D'un point de vue recherche, on a été, moi j'ai été biberonné en tant que chercheur, en tant que scientifique, à l'ouverture maximale, et donc on a accès à toute cette connaissance-là. Et puis finalement, depuis l'exploitation commerciale de plus en plus prononcée de ces outils, finalement, on change un peu de paradigme et ça devient de plus en plus compliqué un peu d'avoir accès à ça. Et c'est intéressant cette tension, parce que ça dit aussi quelque chose de l'usage à la fois de la science et de sa place dans la société, et notamment dans l'industrie. Est-ce que le développement des modèles aujourd'hui, notamment au niveau européen, puisque l'Europe va peut-être essayer de réguler, mais aussi il y a une volonté défensive. On regarde le fait qu'il y a un retard, même si on disait en début de table ronde, il y a un déficit de financement qui fait que finalement on ne développe pas forcément on régule, mais on ne développe pas forcément ce qu'il faut derrière. Pour autant, c'est intéressant d'avoir peut-être le point de vue des deux côtés de la Manche, côté France et côté Angleterre. Est-ce que c'est une vraie question de financement ou peut-être de capacité à ne pas savoir flécher on va dire de manière massive, comme font la Chine ou les Américains, les investissements? Est-ce qu'il y a une question aussi de compétences, plutôt de financement globalement au niveau des compétences? Je ne crois pas tant que ça qu'il y ait une question Parce que, juste pour dire, ouais. Julien disait tout à l'heure, ça fait plusieurs années qu'on sait que toute boîte américaine a son français dans l'IA qui va bien. Pourquoi ils partent là-bas? C'est vrai aussi de l'Angleterre, hein, je suis bien placé pour le savoir. Je ne crois pas que ce soit un problème de compétences, parce que les compétences, elles existent, et elles existent notamment en Europe, et elles existent en particulier en France. Ça a été dit par Julien, on a une compétence extraordinaire sur ces questions-là. Il y a une question de financement, il y a une question peut-être finalement de leadership, en fait, et d'incarnation un peu de ces sujets. Est-ce qu'on a un acteur qui, tel OpenAI, dit finalement, on va développer ce type d'architecture, on va le mettre à disposition du public, on va être très agressif sur la manière dont on développe le modèle. On parlait d'éthique et de régulation, la façon dont ça s'est construit, et je prends l'exemple de ChatGPT parce que c'est évidemment le plus connu, c'est on fait un modèle, on fait une nouvelle version du modèle, on se rend compte que ça peut faire éventuellement n'importe quoi. Je donnais tout à l'heure l'exemple d'activité illégale qu'on pouvait demander à ChatGPT il y a 3 ans, et puis on met des routines, on met des patchs, on contourne, on met des firewalls, on change un petit peu la façon en dur dont le modèle se comporte, mais fondamentalement on corrige après avoir diffusé. Et cette approche-là, finalement, elle est très symptomatique, je crois, très symbolique finalement, de la façon dont ces grands acteurs de l'IA, notamment américains, en fait, se développent. Et c'est vrai aussi des acteurs chinois. Tu parlais de DeepSeek tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe. C'est la philosophie du bêta à l'époque de Google. Et juste avant de donner la parole à Julien, est-ce qu'il n'y a pas une question non plus aussi de salaire? Alors, il y a une question de salaire absolument. Il y a des écarts qui sont importants. On en a parlé effectivement en préparant un peu cette table ronde. Il y a des écarts qui sont absolument massifs, notamment si on regarde le prisme académique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les talents sont là. Ça a été signalé, il y a des Français en Angleterre, aux États-Unis, qui développent ces boîtes-là. Je trouve qu'effectivement, notre continent et notre pays en particulier n'en profitent peut-être pas suffisamment assez, mais là, il faut changer de paradigme. Et c'est des questions qui vont bien au-delà de l'adoption de l'intelligence artificielle. Ça demande de réfléchir à la manière dont on considère la science et les scientifiques, et notamment dans le domaine public et aussi dans nos pays. Non, juste je rebondis parce qu'on tourne depuis le début de la table ronde aussi avec un certain flou qui nous arrange tous. La souveraineté, quel périmètre? Là, tu parles de la France, Airbus, c'est franco-allemand. La régulation, c'est à l'échelle européenne, donc ça ne concerne pas le UK. Le marché de capitaux européen n'existe pas vraiment. Il y a aussi cette question-là, c'est de savoir avec qui est-ce qu'on fait de la souveraineté. Et si demain, je vous dis que les données de santé françaises sont hébergées en Hongrie avec le régime actuel qui est assez proche des Russes, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y a aussi cette vraie question de qu'est-ce qu'on appelle souveraineté et avec qui on fait souveraineté. Par exemple, on est, je pense, à peu près tous dans la salle aujourd'hui pour se dire qu'on n'a pas envie d'être trop souverain avec les États-Unis, parce qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise. On n'aurait pas eu le même débat il y a une vingtaine d'années, sûrement par naïveté de notre part d'ailleurs. Mais donc, les données de santé aujourd'hui sont sur du Health Data de Microsoft. On est tout à fait d'accord, et pourquoi? Parce que c'était vachement moins cher. Voilà. Mais donc c'est juste pour dire aussi que cette souveraineté, il faut vraiment la regarder à différentes échelles. Moi, pour l'anecdote, on est le premier employeur au Mans et à Chartres. Je peux vous dire que la ville du Mans a une notion de souveraineté de l'emploi au Mans qui est assez claire. Ils n'en ont rien à faire qu'on réduise les effectifs tant que c'est ailleurs dans le pays. Donc voilà, c'est juste pour dire que vraiment la souveraineté, il faut aussi mettre un mot un peu plus clair à un moment dessus. Les régulations, on sait bien, l'investissement, c'est moins clair. Les cerveaux, on ne sait pas non plus. Voilà, il faut avoir ça en tête. On arrive à la fin de cette table ronde et on va prendre des questions de la salle, et puis j'en ai quelques-unes aussi qui sont sorties entre temps. Juste pour finir, de manière peut-être extrêmement concrète, dans les 12 mois à venir, on ne demande pas sur la futurologie, mais surtout quand je parlais tout à l'heure de console et consolés, mais globalement, c'est pour vous, dans une sensation d'un marché qui évolue beaucoup, qui a l'air très
on va dire très effervescents, on va dire ça comme ça, et des modèles qui changent tout le temps, et des acteurs qui essaient de se positionner, etc., des menaces peut-être de bulles ou pas autour du sujet IA. Comment vous, chacun de vous, voyez-vous un peu midi à votre porte aujourd'hui dans votre positionnement et votre développement industriel et de recherche autour de l'intelligence artificielle? C'est quoi le chemin qui arrive dans les 12 mois? Moi, je peux le faire, c'est assez facile. J'ai un chemin de déploiement et de réflexion qui est assez bien mappé parce qu'en fait, le groupe est vaste, on a commencé à faire des choses, on a les briques et on peut dérouler sans se poser trop de questions, même s'il y a des ruptures technologiques. Mais un grand enjeu que je vois... Même si demain, certains acteurs ferment la lumière parce qu'on dit que voilà. Ouais, je pense que franchement, ça va. En revanche, moi, ma grande question, c'est ma capacité à attirer des data scientists de bon niveau. Parce qu'en fait, là, on est... alors ça, c'est... Au Mans, j'en ai, parce qu'il y a une bonne université. Chartres, j'en ai pas, là. Hein. Non, mais c'est des vrais... Et donc, il y a des data scientists qui veulent habiter au Mans, et alors là, on est vraiment hyper bien placé. À Niort, c'est dur parce qu'il y a d'autres mutuelles. Mais globalement, quand on veut, en revanche, du top niveau mondial, typiquement, notre directeur scientifique de l'intelligence artificielle vient de démissionner. Okay. Et parce que, alors là, c'est un marché qui est... Toutes les entreprises veulent avoir au moins un type top niveau. Et donc, c'est pas forcément facile de se battre quand on est dans une industrie où c'est pas cœur de métier. Et ça, je sais pas exactement comment nous, on va le résoudre, mais c'est une des vraies questions auxquelles on va être confronté. Côté SNCF, on est un peu sur le schéma. Oui, il y a les mêmes enjeux sur attirer les talents, puisque évidemment, il y a une compétition nationale, internationale, et donc pour avoir des talents, il faut être compétitif. La SNCF essaie de l'être. La SNCF a pu aussi jouer sur ces valeurs. Il y a des gens qui ont envie de rentrer à la SNCF et le salaire n'est pas que l'élément déclencheur. Néanmoins, il y a un marché, il faut bien savoir payer les gens. Donc, ça c'est sûr, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de façon importante dans la trajectoire, comment est-ce qu'on peut quand même capter les compétences dont on a besoin. Et pour nous, il est important aussi d'en internaliser, c'est-à-dire que pendant longtemps, la SNCF a été très externalisée. On a lancé un programme depuis 3 ans pour réinternaliser des compétences dans des secteurs qu'on trouve clés. Dans les secteurs clés, il y a les data scientists, il y a la cybersécurité, il y a un certain nombre d'éléments. Et on a fait un gros travail de réinternalisation pour reprendre notre maîtrise en termes de compétences et sur notre patrimoine numérique. Et de souveraineté ou d'autonomie peut-être. Absolument aussi, mais ça compte parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, qui connaissent. Il ne faut pas qu'on ait que des externes qui enquêtent des externes, qui enquêtent des externes, qui enquêtent des externes. C'est bien d'avoir des externes, on en a plein à la SNCF, je rassure tout le monde, mais c'est important d'avoir de l'expertise interne. Oui, sur cette question, et notamment la compétition et le visier de talent. Effectivement, c'est aujourd'hui une technologie qui, comme je le disais tout à l'heure, est presque devenue une commodité pour beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions. Ce qu'on oublie, c'est que la formation, ça prend du temps. Arthur donnait l'exemple de directeur scientifique de niveau mondial. En fait, c'est souvent des gens qui ont une formation par et pour la recherche. Et pour former un chercheur, il faut un autre chercheur ou une chercheuse. Et puis il faut des années. Et c'est pas aussi simple que d'acheter des puces en fait, sur le marché. Et donc, il y a une espèce de temps à peu près incompressible pour faire progresser un petit peu cette population-là. Je peux vous donner une anecdote. Moi, je me suis spécialisé dans mon domaine de recherche précisément sur une question qui, il y a 20 ans, était à peu près maîtrisée par 200 personnes dans le monde. Aujourd'hui, on n'est pas 30 000, on est peut-être 500. Et donc, ça progresse très lentement. Et ça progresse très lentement, et en tout cas beaucoup plus lentement que l'appétit et l'intérêt de beaucoup d'acteurs, et notamment des acteurs économiques, parce que tout le monde, effectivement, veut un directeur scientifique de niveau international, et le visier n'est pas si gros que ça. Donc, il y a beaucoup de compétition et assez peu de coopération en réalité. Je crois que ça c'est important parce qu'on a parlé du financement, il y a aussi ce qu'on suis très bien faire les États-Unis pendant des années, c'est le couple recherche-entreprise et université-entreprise. Et nous, par exemple, la SNCF, on n'était pas toujours au top of mind des grandes écoles d'ingénieurs et globalement, par exemple, Manix ne pensait pas toujours en premier poste à la SNCF. Là, on a monté une chaire avec l'école polytechnique sur l'IA. Et ils ont redécouvert le terrain de jeu fabuleux qu'il y a sur... Oui, c'est une boîte d'ingénieurs, mais il faut les attirer, et on s'était un peu éloigné de ça en fait. Et donc on a recommencé à faire des chaires, des partenariats avec des universités, avec des écoles, et on voit que ça marche parce que du coup ils réapprennent à connaître notre patrimoine, sur quoi on peut jouer, qu'il y a des sujets intéressants, et on reçoit beaucoup plus de CV par exemple. Je prends cet exemple parce que
c'est loin d'être la seule, mais c'est parce que c'est celui qu'on a fait là il y a 2 ans. Depuis qu'on a monté la chaire avec l'école polytechnique et l'IA, on a beaucoup plus d'étudiants qui demandent à venir faire leur stage chez nous carrément. Benjamin. Je crois que cette porosité entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, c'est vraiment le domaine dans lequel le monde anglo-saxon est très en avance sur la France. On a beaucoup fait changer les choses par rapport à la période où moi j'ai été étudiant par exemple, mais on était quand même très très en retard et donc il faut aller très vite et je crois que construire ces espaces-là où la porosité et presque la sérendipité entre ces deux mondes-là est augmentée, c'est un peu la clé du succès. Je prends une question de la salle, puis on va en prendre à main levée s'il y en a qui veulent. Je prends une réaction qui était au tout début d'ailleurs, c'est intéressant quand on parle des serveurs dans l'espace. Question pour Benjamin. Et sur la question de l'impact, on va dire énergétique, on en parlait tout à l'heure, qui est une facture aussi pour vous, quelque part, entreprise, et qui a un impact écologique non négligeable. Alors, je lis la question, le refroidissement des fermes de calculateurs pourrait-il être facilement fait en air? Je rigolais à moitié quand je disais qu'il y en avait dans le port de Marseille. A-t-on déjà demandé à l'IA de calculer de combien de degrés on élèverait la température de l'eau si on utilisait justement la mer pour refroidir l'hiver? Alors c'est une excellente question, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions de refroidissement, donc je ne vais pas m'aventurer à donner des ordres de grandeur. C'est une question pour mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a essentiellement 2 grandes façons de refroidir un petit peu ces data centers. Il y a l'air et l'eau, avec des contraintes qui sont différentes. On sent assez bien que c'est beaucoup plus stratégique de construire des centres de calcul, peut-être en Norvège plutôt qu'aux Émirats Arabes Unis, ça paraît une évidence. Mais c'est une question qui en fait est assez peu monétisée et assez peu visible de l'utilisateur. Moi, je rêverais d'un monde dans lequel, évidemment, ça peut coûter un abonnement de quelques euros par mois, mais on aurait aussi une évaluation, par exemple, du coût environnemental, du coût écologique. Il y a une estimation, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est l'ordre de grandeur que j'ai retenu, une quinzaine de prompts consécutifs sur ChatGPT, par exemple, c'est de l'ordre d'une douche, en fait, en eau que vous utilisez pour refroidir. Il y a des études, on va dire, qui vont de voilà. la cuillère à café à la douche. Absolument. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça responsabilise aussi un petit peu l'utilisateur. C'est tellement instantané et ça paraît tellement gratuit qu'en réalité, on n'a pas conscience de ces effets-là. Et c'est hyper important dans le développement de ces usages parce que, comme on le disait un peu en préparation également, c'est pas soutenable en réalité. On ne peut pas, en plus de la douche qu'on prend le matin, en utiliser 30 en plus dans la journée pour reformuler des emails ou générer des images. Je me permets, sur notre SNCF GPT interne, on a pris les ABAC de l'agence de l'État et quand vous faites des requêtes que vous utilisez, à la fin de vos prompts, on vous indique combien vous avez fait d'équivalent kilomètres en voiture, qui est un peu l'ennemi du train. Et donc c'est pour aussi acculturer nos collaborateurs sur le fait que ça coûte effectivement d'utiliser de l'IA et donc il faut l'utiliser à bon escient et pas pour tout et n'importe quoi. Donc pour une petite phrase comme dans le train, on a l'accident chez le train, c'est le transport le plus écologique pour être tout ça. Alors je vous dis, je vais vous faire une confidence, hein. J'ai Laurie là-bas qui me fait les yeux, parce qu'il me dit qu'il faut conclure à la table ronde, mais je vais quand même tenir ma promesse en prenant 2 questions quand même de la salle, s'il y en a. Est-ce qu'il y a deux personnes qui désiraient poser directement de vive voix leurs questions à mes invités? Sinon, moi j'ai une bonne anecdote. Allons-y, le temps que ça se décide, on y va. L'autre jour, j'ai une mutuelle chinoise qui faisait un voyage d'exploration en Europe et qui vient poser la question un peu de ce que nous on fait en IA. Donc je regarde qui ils sont, ils ont quand même 200 millions de clients. Voilà. Et je suis assez content, la réunion se passe bien, c'est très sympa et grosso modo on a les mêmes priorités et ainsi de suite. Et il y a le moment où je leur parle de ces voice bots là et ils me disent « Ah, on adorerait faire ça, mais en Chine on n'a pas la capacité de calcul suffisante. » Parce que avec ce que les États-Unis nous imposent sur les puces, on ne peut pas faire ça. Voilà. Et donc moi, c'était la première fois que je touchais du doigt cette souveraineté-là, qui est quand même assez importante. On n'est pas rentré dans le débat, je ne sais pas s'ils priorisent pour d'autres usages comme l'armée et ainsi de suite, mais il faut quand même avoir ça en tête. Et c'est un peu pareil, leur système de caméra. En fait, il y a des mecs devant les écrans. C'est pas si automatisé que ça. Et donc, dans la souveraineté, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que Taïwan et les États-Unis fabriquent les puces. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus et la verticalisation de la chaîne, elle doit aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une question qui a émergé? Oui, pour un micro ou pas, ou il faut que je me lève. D'accord. Laurie te fait des très gros yeux. Je respecte le début. Bonjour Pierre-Alexandre. J'ai une question autour de ce que Benjamin évoquait tout à l'heure sur l'IA qui progresse, qui évolue, les modèles qui deviennent plus robustes ou plus futés, des garde-fous qui sont mis à droite à gauche, on peut fabriquer une bombe, ce genre de choses. Et du coup, la question c'était, est-ce qu'aujourd'hui, le développement de l'IA, ça passe par la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche pour la recherche,
Ou est-ce que ça vient aussi de l'impulsion des entreprises qui disent de moi, j'aimerais bien faire ce truc-là, j'ai tel besoin, est-ce que l'IA peut me le couvrir? Quel est le déclencheur de ces évolutions? C'est une super question, merci. La réponse, elle est double. Courte, promis. C'est un mouvement de balancier. Il y a de la recherche fondamentale, il faut toujours de la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Je vais vous donner simplement un exemple. Le postulat fondamental sur lequel sont construits tous ces algorithmes, c'est que les données sont interchangeables. Et que donc ce qui compte, c'est la quantité beaucoup plus que la qualité. Donc il faut de la recherche fondamentale pour développer des modèles qui se concentrent d'abord sur la qualité des données et non pas sur leur quantité. Et puis il y a un enrichissement de la recherche fondamentale avec les usages. On n'a jamais eu autant de questions de recherche absolument fascinantes que depuis qu'il y a des centaines de millions, peut-être même des milliards d'utilisateurs de ChatGPT et des LLM. Ça pose plein de questions et ça nous pousse beaucoup dans les laboratoires de recherche à challenger un petit peu les conceptions qu'on a et à revisiter les algos qu'on pensait bien connaître et à en développer des nouveaux. Je ne vais pas prendre d'autres questions. Mais on discutera avec mes invités juste après, si vous le voulez. Tout ça pour dire, si je résume un peu tout ce qu'on vient de se raconter, finalement, ne pas confondre autonomie et indépendance. Parce que finalement, c'est l'important, ce que j'ai compris, c'est l'importance de la maîtrise du critique, qui est vraiment le plus important, quelle que soit ensuite la solution que vous choisissez. Justement, il n'y a pas de solution unique. Il va y avoir des solutions adaptées, finalement, ça paraît un peu une palissade, mais ça peut être des approches hybrides, du fait maison, de l'IA frugale, bref, ça va être des éléments, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément rester uniquement sur une posture, il peut y en avoir plusieurs qui peuvent être intéressantes à regarder, et que les goûts de troubles ne sont pas forcément, pas du tout technologiques aujourd'hui, ce que j'entendais tout à l'heure, Benjamin, ça va être la question de l'argent, des talents, d'arriver à développer des talents, d'avoir de la coordination, et surtout, j'imagine, de pousser une culture de la transformation, de ce que j'entendais aussi. Donc finalement, en résumé, IA, souveraineté numérique et technologique, finalement, c'est peut-être tout simplement un choix de société. Merci beaucoup à vous trois, vous pouvez les applaudir. J'ai une question dans la salle qui était avez-vous dit toute la vérité, rien que la vérité lors de cette table ronde? Je pense que vous êtes pas mal. Je remercie l'équipe de Comet pour l'organisation de ce Comet Explore, le partenaire EPC qui est le partenaire de Comet Explore. Et pour conclure, je laisse la parole au patron de Comet, c'est-à-dire Laurent. Merci Damien. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin, Julien et Arthur. C'était passionnant.